Bienvenue à l'émission Mon argent, mon comptable au 1570 AM Radio Vertière tous les dimanches de 14 à 16 heures. Avec Vladimir Gelin, co-animateur, journaliste, conseiller en sécurité financière. Maître Madouanika Cadet, spécialiste en politique internationale. Hugues Jean-Claude, spécialiste hypothécaire et courtier immobilier. Maître Paul Rachel Cadet, correspondant en Haïti. Marlene Tillus, chroniqueuse sportive. Anthony Georges-Pierre, professeur, auteur et historien. Docteur Jean-Yves Vampierre, spécialiste en médecine chinoise et acupuncture. Jean-Gary Cadet, comptable et animateur. Restez à l'écoute de votre émission Mon argent, mon comptable. Et bonjour, chers auditeurs et auditrices, amis de Facebook. Comme d'habitude, nous avons une émission bien garnie pour vous durant les 2 prochaines heures. Nous allons avoir plusieurs invités. En l'occurrence, Monsieur Alexandre Cusson, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Nous allons également avoir le député du fédéral libéral du Canada, M. Angelo Iacono. Et à 3 heures, on va avoir également l'ambassadeur d'Haïti à Ottawa, l'ambassadeur du Canada d'Haïti à Ottawa, et M. Franz Lyoto. Donc la programmation habituelle va continuer avec Anthony Georges-Pierre, professeur, historien, et le docteur Jean-Yves Vampierre, avec sa chronique habituelle, La santé, ses richesses. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester branchés à votre émission préférée, Mon argent, mon comptable, sur les ondes du 1570 AM, CJLV, Radio Vertière bien sûr. Mais tout d'abord, commençons avec notre chroniqueuse sportive, Madame Tillus. Et que si vous avez toutes questions, mesdames et messieurs, vous êtes en mesure de nous contacter au 514 605 6224. Et puis, si vous avez d'autres questions via Facebook Live, vous êtes en mesure également de nous contacter. Madame Tillus, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Je veux d'abord souhaiter joyeuse Pâques à Jean-Gary, Vladimir et à tous les auditeurs auditrices, malgré le confinement. Oui, joyeuse Pâques à toi aussi, Marlène. Et merci. Alors, dans le monde du sport, cette semaine, vendredi, le gouvernement du Québec a annoncé la suspension des événements culturels et sportifs jusqu'au 31 août. Mais en même temps, le gouvernement exclut les équipes professionnelles. Donc, c'est-à-dire, dans notre cas à Montréal, c'est l'Impact et les Alouettes. Ça va vraiment dépendre de l'organisation quand est-ce qu'elle va reprendre. Et probablement, certainement que si ça doit reprendre, ça sera des matchs à huis clos. Ensuite, au niveau du tennis, à la Coupe Rogers a été reportée au mois d'août 2021. Donc, c'est une décision qui a été prise également vendredi dernier, le 10 avril. OK. Est-ce que vous avez les mises à jour, Marlene, jusqu'à présent, le nombre de décès au Québec et au Canada et un petit peu partout au monde? En fait, on dénombre plus de
500 000 cas aux États-Unis, 533 000 cas. Au Canada, 23 318, mais je sais qu'au Québec, ça augmentait à 12 800 environ. Puis en France, à 130 000. Donc, les cas n'arrêtent pas d'augmenter au Québec. Aujourd'hui, ça a été un bond d'environ 500 cas. OK. Oui, mais je voulais revenir quand même au niveau du sport parce qu'il y a quand même eu des nouvelles C'est une chronique sportive, hein? La COVID. Bon, au niveau du hockey, de la Ligue nationale, malheureusement, il y a eu un décès d'un jeune attaquant de 25 ans, Colby Cave, qui était un attaquant des Oilers d'Edmonton. Donc, il est décédé vendredi, le 10 avril, après avoir subi une hémorragie cérébrale en début de semaine. Oui. Donc, au niveau de la LNH, c'est ce qui a retenu notre attention. Et au niveau du hockey international, Jean-Gary, il y a une femme qui a été nommée directrice générale d'une organisation en Suisse de la Ligue nationale, une organisation masculine, Florence Schelling, qui a déjà évolué au poste de gardienne de but pour l'équipe nationale suisse. Alors, elle devient la première femme à occuper cette fonction dans une ligue professionnelle masculine. Elle est âgée de 31 ans. Florence Schelling, oui, elle a évolué au poste de gardienne de but, mais c'est une joueuse qui a connu 11 championnats, donc 4 Jeux olympiques. Et elle avait aussi contribué à la victoire de la médaille de bronze en 2014 à Sochi. OK. Donc, malheureusement, Marilyn, ça va être tout pour aujourd'hui? Oui, voilà, c'était les dernières nouvelles. Confinement oblige, alors on suit la situation de près. Alors, je souhaite à tous les auditeurs, auditrices de prendre soin d'eux et de toujours suivre les mêmes règles de base dictées par la santé publique, soit le lavage des mains et de rester à la maison le plus que possible. D'accord, et à la semaine prochaine, Madame Thierry. À la semaine prochaine. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous.
Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Wow, Vlad, t'es donc bien beau. Vois-tu, ma chère, j'ai été me faire coiffer au salon de coiffure Sainte-Lucie. Alors, messieurs, vous avez besoin d'une coupe, d'un dégradé, d'une raie ou d'une finition? Chez Coiffure Sainte-Lucie, vous recevrez un service de qualité. Et à prix abordable pour petits et grands. Chez Coiffure Sainte-Lucie, messieurs, votre look avec JJ, un coiffeur hors pair, satisfaction garantie. Wap sorti à quel content? Coiffure Sainte-Lucie, une seule adresse, 2450 avenue Charland à Montréal. Un seul numéro à composer, le 514-903-8033. 514-903-8033. Et puis, c'est Coiffure Sainte-Lucie? Donc, vous savez que c'est Pâques. Bonjour à tout le monde, à tous nos auditeurs et auditrices de la radio de Radio Vertière. C'est Pâques d'entrée de jeu. Joyeuse Pâques pour les croyants. C'est pour ceux qui croient en la résurrection du Christ. Mais le Christ, vous savez, à chaque Pâques est ressuscité. Alors, joyeuse Pâques. Mais surtout, j'envoie des mots d'amour à tout le monde, à tous nos auditeurs et auditrices, vous tous qui nous écoutez, parce que vous savez, ce n'est pas évident. Nous sommes en train de vivre un moment difficile, un moment fatidique, un moment spécial pas nécessairement dans le bon sens parce que tout le monde est confiné, on n'est pas habitué à vivre le confinement, mais bon, malgré tout ça, malgré le confinement, mais nos élus sont très sympathiques, très gentils de nous accorder un temps. On sait que ce sont des gens de famille, ils sont aussi, bien qu'ils soient élus, ils sont aussi avec leur famille, mais aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le député d'Alfred Pélan du Parti libéral du Canada, Monsieur Giacomo. Bonjour, Angelo. Bonjour, Monsieur Giacomo. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, malgré les circonstances, on dirait que ça va. Moi, je suis confiné chez moi avec les douleurs de l'accident de l'année passée. C'est pas la grande forme, mais juste que je sais que j'allais vous parler, je me suis dit, mais garde, je vais faire une exception pour parler à Monsieur le député. Vous, personnellement, comment allez-vous, Monsieur le député? Comment va la famille? La famille va très bien. On s'est ajusté. On s'est habitué à voir papa à la maison tous les jours, tous les soirs, tous les matins. C'est un grand changement, mais je dois vous dire qu'on est très content de passer ce temps ensemble. Ça nous donne l'opportunité de mieux se connaître parce que papa, quand il est toujours à Ottawa, il manque tous ceux qui portent sur la famille. Donc, je dois dire que ce virus, c'est un mal pour un bien. Ça me permet de travailler proche de la famille et de mettre tout l'emphase à bien servir la communauté et répondre aux besoins. Même si nos bureaux sont physiquement fermés, on est par distance, on est capable de fonctionner. Donc, mon équipe, et je dois dire que j'ai une équipe formidable qui est très engagée à répondre à tous les appels, à donner les informations, à faire les suivis. C'est vraiment une équipe extraordinaire où est-ce qu'on est capable de vraiment répondre et satisfaire les besoins, les demandes des gens. Et je suis très content qu'on est à la mesure de pouvoir continuer à servir, même si on n'est pas tout à fait physiquement au bureau. Alors, tout d'abord, excusez-moi, j'aurais dû le dire au début. Chers auditeurs, chers commettants, bon dimanche et sac passé et joyeuse Pâques à tous!
C'est très important de le souligner. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Et n'oubliez pas, oui, même si c'est la fête, il faut la fêter à la maison. Il faut la fêter avec les gens avec qui on a passé beaucoup de temps ensemble. Évitez de sortir. Évitez de sortir et de rencontrer les amis. Mais plutôt, regardez mon Facebook. J'ai mis un très bon visuel. Évitez de sortir. Regardez mon Facebook. Ça vous dit qu'est-ce que vous devez faire. Faire un appel. Faire du Skype. Faire du Zoom. N'importe quoi. Contactez vos amis à distance, mais ne pas les rencontrer. Il faut arrêter ce virus. C'est la meilleure façon de le faire. C'est d'être encore un peu patient et d'éviter les rencontres en public. Monsieur le député, je vois que vous risquez de parler créole mieux que moi. Je dois faire attention parce que... Donc... J'ai presque 15 000 Haïtiens qui habitent dans mon comté et je suis très fier de les avoir parce que vous êtes des gens très gentils, très passionnés, très engagés, très famille et j'adore aussi votre bouffe. Vous mangez aussi bien que les Italiens et des fois, ça se voit par nos ventres. C'est bon de le savoir. Monsieur le député, nous devons dire merci à votre gouvernement, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, gouvernement dans lequel vous faites partie, vous êtes député, parce que pendant la crise, on avait critiqué un peu le gouvernement libéral, M. Trudeau personnellement, parce qu'il avait pris du temps à réagir pour la fermeture des frontières. Mais on sait que nous avons un voisin actuellement qui a à sa tête un dirigeant pas trop commode, un dirigeant qui change d'idée comme il change ses chemises, donc il fallait faire attention. Jusqu'à présent, la diplomatie canadienne a porté fruit et en termes d'aide, je dois dire merci à Justin Trudeau, merci à votre gouvernement. C'est grâce à votre gouvernement que j'ai pu payer mon loyer cette semaine, bon, bien que j'ai donné le chèque au propriétaire pour lui dire de le passer la semaine qui s'en vient. Mais je dois dire merci pour ça. Est-ce que le gouvernement va toujours continuer à nous aider dans ce sens-là, M. Iacono? Regardez, je pense que vous voyez déjà par nos actions, déjà par la première journée qu'on a commencé à offrir de l'aide. La beauté dans tout ça, si vous regardez, c'est qu'on s'est réajusté après réévaluation. Et on va continuer à le faire. On est là pour écouter la population, on est là pour avoir et comprendre les besoins de monsieur et madame tout le monde. Et en conséquence, on s'ajuste. En conséquence, on modifie les programmes. C'est exactement ça qu'est-ce qu'on a fait. Vous voyez bien que la prestation de 2 000 $ par mois, ce n'est pas pour juste un mois, c'est pour 4 mois. Alors déjà, on a prévu de l'aide pour X nombre de mois. Alors oui, tout à fait. On va continuer à être présent, on va continuer à être à l'écoute et on va continuer à faire l'impossible pour qu'on puisse aider les Canadiens à surpasser cette crise. Mais il faut être patient. Vous savez, c'est sans précédent, vraiment sans précédent, la façon que cette tempête, comme je peux bien la décrire, et j'aurais aimé plus avoir une tempête de neige qu'une tempête de virus, parce qu'une tempête de neige, on peut facilement la contrôler, mais ce virus-là, on ne peut pas. Donc, on est conscient. On est conscient de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. On est conscient, j'ai des amis, j'ai de la famille, que ce virus a affecté. Et vous savez, c'est toujours différent pour chaque personne. Chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est un cas d'espèce. Et donc, on s'ajuste. Et donc, on va continuer à écouter et être proche des gens pour qu'on puisse leur donner le plus de support et le plus d'aide qu'on puisse traverser cette tempête. Les Canadiens sont surtout contents, M. Iacono, parce que la femme du premier ministre, Mme Sophie Grégoire-Thibault, était atteinte de la maladie, mais elle s'est remise. La semaine dernière, elle avait sorti
un message Instagram ou Facebook, je crois. On est très content parce que j'imagine que le premier ministre qui gère les Canadiens, qui essaie de trouver l'aide pour tout le monde, puis en même temps a dans sa maison pratiquement un cas. C'était pas évident pour M. Trudeau dans ce cas. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et ça peut expliquer un peu, ça peut justifier un peu le pourquoi que dans les premiers 1 ou 2 jours, on n'a pas eu de contact du premier ministre. Vous comprenez, il était affecté directement et indirectement. Ses enfants ont aussi été indirectement ou directement affectés. Donc, il y a de la peur, il y a de l'incertitude. Donc, il fallait prendre toutes les précautions. Et comme je vous dis, sortir, il faut être prêt. Sortir, il faut être prêt pour dire quoi aux Canadiens. Donc, ça a pris un peu de temps pour s'aligner et ça a pris aussi un peu de temps pour que sa santé soit assurée, pour qu'il puisse sortir et qu'il n'infecte pas d'autres personnes. Donc, le petit décalage, je ne pense pas que ça a fait un grand impact négatif, parce que vous voyez les résultats aujourd'hui. On a été efficace et on continue à être efficace et on continue à être à l'écoute. Donc, le fait qu'il n'ait pas sorti la première ou deuxième journée, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien qui se faisait. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites avant. Nous, quand on était au Parlement, on siégeait encore au Parlement dans la deuxième semaine de mars. On parlait déjà du virus, on avait déjà des rencontres, on avait déjà un plan en marche. Donc, on était déjà en avance. Vous voyez, je remercie le bon Dieu, je remercie à tous les anges qu'on a. On n'a pas eu le même impact que l'Italie, par exemple. Donc, c'est ça la différence. On était prêts. On était prêts et on a aussi sensibilisé les gens d'une façon graduelle. Les gens, de plus en plus, commencent à comprendre la gravité et aussi commencent à respecter les consignes. Donc, je suis très content, je suis très fier d'être un Canadien aujourd'hui, d'être un Québécois, parce que je vois que nous sommes conscients de ce virus et nous sommes conscients de l'impact négatif qu'il peut avoir. Et je suis très fier de dire que je vois les gens qui agissent positivement et j'espère qu'on va continuer. Monsieur Iacono, je sais que vous n'êtes pas économiste. Ça, c'est à monsieur le député de Québec. Oui, il y a monsieur Dubourg aussi, mais le président du Conseil du Trésor, c'est à lui que je devrais poser la question. Mais regardez, je vous la pose à vous. C'est pas une question piège. Regardez, répondez à la question du mieux de votre connaissance. Le ministre Duclos. Monsieur Duclos, voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que pendant la crise, si le Canada pouvait suspendre la TPS sur certains produits, est-ce que ça aurait un effet pour... Bon, c'est sûr que ça va être des recettes en moins dans les coffres de l'État, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être stimuler l'économie par la consommation? Écoutez, votre idée n'est pas fou. Ça a déjà été mentionné, ça a déjà été discuté. Vous savez, à tous les 2 jours, il y a une conférence, on a des conférences appels avec nos collègues et on rapporte toutes les suggestions, toutes les idées des Canadiens et Canadiennes. Donc, votre idée a déjà été mise à la table, ça a déjà été filtré et envoyé aux ministres concernés. Je dois vous dire que vous serez surpris de toutes les idées qu'on a sorties, toutes les idées que les Canadiens ont sorties. Et je dois vous dire que toutes ces idées-là sont en train d'être évaluées en profondeur. Et comme je vous ai dit, on s'ajuste, on s'adapte à la situation, à l'évolution de cette tempête. Et tout est possible. Je ne veux pas dire non, mais tout est possible pour enfin, comme vous l'avez dit, pour stimuler l'économie. Alors, on est très conscient qu'il va y avoir beaucoup de mesures qu'on va falloir prendre dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et vous savez, on est à l'écoute
et on veut certainement être aussi prêt pour une fois que cette tempête diminue, pour qu'on puisse relancer l'économie, pour qu'on puisse relancer la confiance dans l'économie, la confiance des gens. Donc, il faut penser au post-mortem de cette virus. Et oui, ça peut être quelque chose qui pourra être implémenté à un certain point pour une certaine période. Comme je dis, il n'y a rien qui est écarté, tout est possible. Monsieur Iacono, et le prêt de 40 000 $ que le gouvernement donne en garantie, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de détails là-dessus? Parce que je sais que ça prend quand même une masse salariale minimum de 50 000 $ pour avoir droit à ce prêt-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de détails là-dessus? Alors, la subvention salariale d'urgence du gouvernement du Canada, elle est destinée aux entreprises dont le revenu a chuté d'au moins 30 % en raison de la COVID-19. Soit toutes les entreprises, allant à des bars, à des restaurants, aux organismes caritatifs, et sans but lucratif, etc. Cette subvention s'applique à la première tranche de 58 700, je ne me trompe pas, de chaque salaire. Alors, jusqu'à une concurrence de 845 $ par semaine. Et, vous savez, ce nouveau compte d'urgence pour les entreprises canadiennes permettra aux banques d'accorder aux entreprises admissibles des prêts maximum de 40 000 $ garantis par le gouvernement. Et c'est un prêt qui est garanti sans intérêt pendant la première année. Donc, voilà, en tout cas, monsieur le député, c'est tout le temps que nous avons. Merci pour... J'ai un petit mot à dire oui, à la fin. allez-y. Vous savez, je voudrais souligner la présence massive des femmes haïtiennes et des hommes haïtiens, particulièrement présents dans les soins de santé et services de garde qui assurent les services de première ligne. Et nous, en leur sommes très, très reconnaissants. Je voudrais vous dire un grand merci à la communauté haïtienne qui travaille dans ce domaine parce que vraiment, vous faites beaucoup et ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Je souhaite de nouveau à la communauté haïtienne un joyeux Pâques, en famille, loin de tout le monde, et sac passé. Merci. Et toujours à votre service, si jamais mes commettants ont des questions, ça me fera un plaisir. Vous savez où nous rejoindre. Merci, M. Iacono. C'est toujours un plaisir de vous parler, monsieur le député. Et comme on dit, de par chez vous, ciao bello, grazie. Grazie, amica. Ciao. Ciao, amico. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. C'était Angelo Iacono, député fédéral d'Alfred Pélan. C'est un comté qui se trouve à Laval, Gary. Donc, effectivement, un député présent, toujours disponible pour nous accorder une entrevue. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM.
Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Waouh, Vlad, t'es donc bien beau. Vois-tu ma chère, j'ai été me faire coiffer au salon de coiffure Sainte-Lucie. Alors, messieurs, vous avez besoin d'une coupe, d'un dégradé, d'une raie ou d'une finition? Chez Coiffure Sainte-Lucie, vous recevrez un service de qualité. Et à prix abordable pour petits et grands. Chez Coiffure Sainte-Lucie, messieurs, votre look avec JJ, un coiffeur hors pair, satisfaction garantie. Wap sorti à quel content. Coiffure Sainte-Lucie, une seule adresse, 2450 avenue Charland à Montréal. Un seul numéro à composer, le 514-903-8033. 514-903-8033. Et puis, c'est Coiffure Sainte-Lucie? Ha 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 ha. Donc, nous venons de parler avec Angelo Iacono, député fédéral d'Alfred Pellan, un comté de Laval, un député très vraiment à l'écoute depuis qu'il est élu, disponible. Je pense que c'est ce genre d'élu que la population a besoin. Maintenant, nous allons parler avec quelqu'un qui n'est pas encore député, mais il est en liste. Il est en liste 1 pour devenir député et 2 pour devenir chef. Il est candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec pour prendre la tête du Parti libéral du Québec. Il était l'ancien maire de Drummondville et chef de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, M. Alexandre Cusson. Bonjour, M. Cusson. Bonjour, messieurs.
Donc, Monsieur Cusson, c'est un agréable plaisir de vous avoir avec nous. On avait tenté de vous rejoindre. Finalement, on vous a rejoint un peu plus tôt que prévu. Tant mieux. Monsieur Cusson, comment allez-vous dans un premier temps? Ben, écoutez, je vais très bien. Vous me permettrez de vous souhaiter à vous, à vos auditeurs aussi de très joyeuses Pâques. C'est une journée spéciale toujours, mais encore plus spéciale cette année parce que évidemment plusieurs personnes sont seules et tout ça. Donc, joyeuses Pâques aux gens qui nous écoutent, particulièrement aux gens de la communauté haïtienne, qui est une belle communauté au Québec, qui a été beaucoup impliquée, qui a fait avancer, qui continue de faire avancer le Québec. Alors, c'est toujours toujours agréable de vous parler. Monsieur Cusson, vous êtes candidat en lice pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Et si toutefois vous obtenez l'élection à la tête du parti, vous serez en face de François Legault pour essayer de devenir premier ministre du Québec. Bon, Monsieur Cusson, la COVID-19 a frappé, malheureusement dans un bien mauvais moment parce qu'il y avait la course à la chefferie qui était lancée, mais malheureusement, le parti a dû mettre sur la glace pour le moment la course à la chefferie. Toutefois, il y a un problème. Est-ce que ça se complique un peu d'après vous, étant donné que dans les circonstances, François Legault, on le voit présent chaque jour, point de presse à 13h. Est-ce que, et d'après un dernier sondage, les Québécois semblent être favorables à sa gestion et semble être satisfait jusqu'à présent avec sa façon de gouverner. Donc, la lune de miel continue encore. Est-ce que, si toutefois la COVID-19 baisse un peu, est-ce que ça ne sera pas un peu compliqué pour votre formation politique? Vous savez, d'abord, dans un temps de crise comme celui qu'on traverse, c'est important qu'on soit tous derrière notre premier ministre, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve ensemble les solutions et c'est ce qui se passe actuellement. Notre chef intérimaire, Pierre Arcan, contribue, fait partie de la solution. C'est important d'agir de cette façon-là et de s'élever au-dessus de la politique. Il y aura des occasions pour faire de la politique par la suite. Actuellement, je crois qu'il faut écouter les consignes, il faut transmettre les consignes. Il y a un travail incroyable qui se fait de la part, entre autres, du directeur national de la santé publique, le Dr Arruda. C'est un travail d'équipe. Et lorsque viendra le temps de la relance, puis on sera là pour faire des propositions et on sera là pour relever les problématiques s'il en est. Mais pour l'instant, vous l'avez mentionné, la course, elle est suspendue. C'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que j'ai proposé, parce que pour moi, c'est pas le temps actuellement de faire de la politique et d'embêter les gens un petit peu avec cette course-là. Donc, il faut être capable de prendre un pas de recul. Mais on sera sur le terrain quand ce sera le temps et on sera là pour discuter de ce que fait le gouvernement. Mais actuellement, il faut être tous ensemble. Il faut le Québec comme peuple, l'ensemble des Québécoises et des Québécois doivent se ranger derrière l'équipe qui dirige et les gens de la santé publique pour rapidement mettre derrière nous ce cauchemar-là. Je suis préoccupé, moi, par ce qui se passe du côté des aînés. Il faut rien précipiter dans le retour à la vie normale. On le voit, les histoires d'horreur dans les CHSLD. Il y aura beaucoup de questions à se poser par la suite, mais pour l'instant, respectons les consignes et faisons en sorte que rapidement, le confinement pourra être levé. Effectivement, comme vous venez de le dire, M. Cusson, je félicite chaque formation politique à l'Assemblée nationale parce que je vois que vous avez mis de côté la politique. Vous pensez à la population, vous pensez aux gens de vos comtés parce que je pense qu'en ce moment, la population a besoin de voir leurs élus, a besoin d'entendre des messages, bon, comme personne ne peut pas sortir, mais a besoin d'entendre leurs représentants via Facebook, via les réseaux sociaux pour que vous puissiez parler d'une même voix au Québec, au peuple québécois, toute communauté confondue. C'est extrêmement important parce qu'actuellement, c'est pas la politique qui intéresse les gens. Les gens sont inquiets pour leur santé, pour celle de leurs proches, pour nos parents, nos grands-parents qui ont tout développer notre province, notre pays, notre Québec, notre Canada. Et ces gens-là, aujourd'hui, on s'inquiète pour leur santé, on s'inquiète pour notre santé. Certains s'inquiètent pour leur travail, n'ont plus d'emploi, d'autres pour
l'entreprise dans laquelle ils avaient investi énormément de temps et d'argent. Et ce fléau-là est en train de tout faucher. Alors, l'intérêt des gens actuellement, il est d'abord humain. Il est tourné vers les gens beaucoup plus que vers la politique. Et je pense que si on voulait continuer à faire de la politique aujourd'hui, on ferait une erreur. Et c'est pour ça que moi, j'ai rapidement proposé qu'on suspende cette course-là et qu'on se range là tous ensemble dans le même bataillon pour faire la bataille. Monsieur Cusson, sans pour autant aller dans les reproches, au début, le premier ministre François Legault était sorti pour rassurer le peuple québécois et pour nous dire que, bon, il va nous aider. Bon, jusqu'à présent, il nous avait promis une aide de 573 $ qui tarde à venir encore. Et on voit que c'est le gouvernement libéral, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui a aidé, qui a débloqué cette semaine 2000 $ à tous les Canadiens, incluant les Québécois. D'après vous, bon, je comprends que les deux paliers de gouvernement gèrent plusieurs choses. Ils font du day-to-day, les informations viennent au compte-gouttes jour après jour. Mais pourquoi, jusqu'à présent, l'aide promise de M. Legault tarde à venir? Je crois qu'il faut s'assurer qu'il y aura une cohérence derrière ces aides, qu'elles soient fédérales, qu'elles soient provinciales. Alors, c'est important qu'on voit comment les choses arrivent. Là-dessus, actuellement, sur les aides directes à la population, c'est le gouvernement fédéral qui a été le plus présent. Maintenant, il faut s'assurer là, que le Québec est présent. Il faut dire que actuellement, la préoccupation du Québec, elle est vraiment tournée vers la santé, s'occuper de nos gens. Et je pense que lorsque tout ça sera terminé, on fera les bilans, on verra et on dira où on aurait pu et dû être meilleur. Mais ces bilans-là viendront par la suite. Monsieur Cusson, est-ce que le crédit d'impôt pour la solidarité, est-ce que vous allez demander au Premier ministre Legault au moins d'amender ce crédit d'impôt pour la solidarité, au moins de l'augmenter comme la TPS? Il faudra voir l'ensemble des possibilités du gouvernement. Vous savez, il ne faut pas voir ça geste par geste, mais vraiment dans le plan global. Il y a toute la question des employeurs qui continuent de payer des gens, comment on peut les aider. Le gouvernement fédéral a adopté hier des projets de loi en ce sens-là. Alors, il faut évidemment être présent. Moi, je suis inquiet pour les gens qui ont de la misère actuellement à payer leur loyer, des gens qui ont de la misère même à faire l'épicerie parce que l'argent ne rentre plus. Alors, il faut avoir cette délicatesse d'y penser, bien soutenir les organismes qui sont là pour venir en aide aux gens. D'ailleurs, je salue la décision là du gouvernement qui a doublé au cours des derniers jours là, les montants disponibles pour le support à l'action bénévole pour les députés. Donc, les députés qui sont au fait de ce qui se passe dans leur comté de façon très directe, qui peuvent maintenant davantage distribuer, aider, par exemple, les banques alimentaires ou les organismes qui viennent en aide aux gens. Parce que derrière cette pandémie, derrière les questions de santé physique, il y a beaucoup de questions de santé mentale, de violence, de gens qui se retrouvent seuls. Et donc, il faut être là pour les aider aussi au niveau de la violence conjugale, par exemple, et tout ça. Il y a énormément de préoccupations et le gouvernement, la santé publique doit jongler avec l'ensemble de ces préoccupations-là. Et c'est un travail extrêmement important qui se fait actuellement. Monsieur Cusson, en 2014, quand Philippe Couillard est devenu premier ministre du Québec avec le ministre des Finances, Carlos Letao, ils ont pris les choses en main. Bon, Monsieur Couillard avait parlé de rigueur budgétaire, d'autres gens ont parlé d'austérité. Est-ce qu'on devrait dire que ça a été la bonne chose que le gouvernement de Philippe Couillard avait fait? Parce que si le gouvernement Kakis ait pu trouver l'argent disponible, c'était grâce aux décisions du gouvernement de Philippe Couillard. Clairement, l'équipe de M. Legault ont hérité de finances publiques qui sont vraiment bonnes. Donc, ça, c'est une des choses qui permet aujourd'hui au gouvernement d'être présent, d'octroyer des primes salariales et tout ça. On comprend que c'est une situation spéciale, mais imaginez si le Québec
avait été encore dans ce cycle de déficit comme il était en 2014, imaginez comment ça aurait été dramatique, la crise qu'on vit actuellement. Parce que là, on a les moyens pour faire face à cette crise-là. Il y aura évidemment des conséquences importantes sur les finances publiques. Il faudra y apporter des solutions par la suite, mais il faut souligner que le travail qui avait été fait de faire le ménage dans nos finances publiques à ce point-ci est très important parce que ça permet au gouvernement d'agir comme il le fait. Est-ce qu'on peut dire que le docteur Philippe Couillard, ancien premier ministre, était avant-gardiste? Il avait vu dans sa boule de cristal peut-être que s'il y avait un problème, il fallait qu'il y ait assez d'argent pour répondre aux besoins de la population? Je ne crois pas qu'il avait vu la pandémie, mais ce dont il était assurément convaincu, c'est que le Québec pouvait pas être vulnérable financièrement. Et si on avait été vulnérable financièrement, on n'a qu'à penser à l'Italie, par exemple, l'Italie qui est durement touchée par la crise de la COVID et qui a des finances publiques qui sont difficiles. Et je recevais il y a peut-être une heure une notification du journal français Le Monde qui s'attardait justement à comment l'Italie, qui était déjà dans une situation précaire, va réussir à s'en sortir. Alors, c'est au Québec, au moins au Canada, on n'a pas ces préoccupations-là parce que nos finances publiques sont en ordre. Monsieur Cusson, est-ce qu'on verra dans le futur un Québec avec un système, une politique plus protectionniste? Vous savez, le protectionnisme a certains avantages à certaines périodes, alors que dans d'autres périodes, c'est moins favorable. Alors, il faut s'adapter à ce qu'on voit, mais je ne crois pas que la solution passe par un repli sur soi ou un isolement économique. Il faut continuer de travailler ensemble. Cependant, moi, je pense que ça nous rappelle l'importance de l'autonomie dans certains domaines. On l'a vu là dans l'équipement, par exemple, pour faire face à toute la problématique dans les hôpitaux. Et on était dépendant d'autres pays, comme plusieurs d'ailleurs. Alors là, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut justement se doter d'outils qui vont nous permettre de ne plus jamais être dépendants dans des domaines comme l'alimentation, comme les fournitures au niveau de la santé, les médicaments, etc. Il faudra se poser des questions et ça, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement devra se poser cette question-là et voir comment il veut être prêt pour d'éventuelles d'éventuelles catastrophes semblables. Monsieur Cusson, Carlos Letao, de qui qu'on vient de parler tantôt, ancien ministre des Finances du Québec, était, selon un sondage, le deuxième meilleur économiste au monde. Donc, Monsieur Letao, avec sa façon polie de dire, il a dit de préférence, lui, il est plutôt la deuxième personne qui se trompe le moins souvent au monde. J'ai vu passer, peut-être 2 semaines de cela dans l'actualité, que le Parti libéral était prêt à prêter Carlos Letao au gouvernement pour redresser l'économie. Était-ce un fake news? Était-ce des fake news ou ça sera une chose envisageable que pour redresser l'économie du Québec, que Carlos Letao sera prêté au gouvernement du Québec par le Parti libéral? Ben, je crois pas que c'est une question de prêter ou quoi, mais je pense que oui, il faut que les parlementaires de tous les partis, et particulièrement un gars comme Carlos Letao, qui est, vous l'avez mentionné, reconnu dans le monde entier pour ses connaissances au niveau économique, ben, il faut que on ne fasse l'économie de personne. Il faut aller chercher ces gens-là. C'est pas de la partisanerie. Le Québec va pas se relever de cette crise-là en étant partisan. Le Québec va se relever de cette crise-là en étant solidaire. Et là-dessus, moi, je pense que ce serait tout à fait pertinent qu'une personne comme Carlos Letao contribue à la relance du Québec et qu'on demande aux gens de tous les horizons politiques d'y contribuer. Monsieur Cusson, bon, je sais qu'on ne va pas nécessairement parler de politique, mais peut-être que vous ne voulez pas vendre votre salade tout de suite, mais en regardez, je comprends parce que vous êtes un politicien puis vous n'êtes pas en train de
Est-ce que vous pouvez peut-être au moins donner à la population un petit peu, au moins 1 ou 2 points de votre programme, si toutefois, qu'est-ce que vous pensez faire pour le Québec? D'abord, moi, je vous dirais qu'il faut un Québec qui est plus fort, un Québec qui est plus solidaire, et la crise qu'on vit actuellement nous le démontre. Il faut être capable de travailler ensemble, et ça nous amène aussi à toutes ces questions sur la transition énergétique qu'on doit vivre ensemble. Hein. Il faut faire de plus en plus attention à la nature, à notre environnement. Pour moi, c'est extrêmement important. Il faut un Québec qui est ouvert à tous les groupes, qui est ouvert aux grandes villes, qui est ouvert aux régions, un Québec qui est ouvert aux gens qui nous viennent de partout dans le monde, parce que ça, c'est une des richesses du Québec. Alors, il faut faire de plus en plus de place à ces gens-là qui viennent enrichir ce qu'on est comme Québec. Alors, moi, ce que je souhaite être, c'est un leader rassembleur, comme président de l'Union des municipalités du Québec au cours des dernières années. C'est ce que j'étais appelé à faire travailler ensemble les gens de toutes les municipalités, de toutes les tailles, d'abord et avant tout pour la qualité de vie des gens. S'il y a un élément dans toute cette crise dont on va se rappeler et qui va devenir important, c'est de parler de la qualité de vie, c'est de parler du bien-être de la population. Et là-dessus, je pense que je pourrais apporter quelque chose à ce débat-là comme élu municipal. Ça a été ma priorité, le bonheur de la population, et c'est ce que je souhaite continuer à faire, et le faire dans un Québec qui sera prospère, mais surtout un Québec qui est ouvert à tous. En tout cas, M. Cusson, merci beaucoup. Espérons que tout le monde en même temps, comme dit Louis-Jean Cormier, que tout le monde en même temps puisse penser à vaincre cette pandémie-là, ce virus-là qu'on appelle le coronavirus, et que tout le monde en même temps, vous et moi, toute communauté confondue, qu'on devienne plus fort, plus ensemble, plus solidaires l'un à l'autre, plus respectueux de la communauté, de la population, et qu'un jour, nous puissions nous prendre dans nos bras. Après, comme dit l'expression, après la pluie vient le beau temps. Espérons que le beau temps pour le Québec sera pour bientôt. Merci beaucoup, Alexandre Cusson. On a hâte que le beau temps arrive, vous avez raison. Alors, merci beaucoup, Joyeuse Pâques. Merci aux gens qui nous écoutent et qui collaborent aussi au niveau de la santé. Il y a peut-être des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les CHSLD ou ailleurs. Merci beaucoup d'être là. Merci aux gens de votre communauté d'être là, comme vous l'avez été depuis des dizaines d'années, pour faire avancer le Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Cusson. Merci beaucoup, M. Cusson, et à la prochaine. Puis joyeuse Pâques. Au revoir. Joyeuse Pâques. C'était Alexandre Cusson, ancien maire de Drummondville, ancien président de l'Union des municipalités du Québec et candidat en chef pour le Parti libéral du Québec. Donc, on vient de parler avec M. Alexandre Cusson, candidat à la chefferie
du Parti libéral du Québec. Maintenant, on va parler un peu de diplomatie. Dernièrement, j'étais interpellé par un article, un texte que quelqu'un a écrit, un professeur d'université. Il avait dit « Aujourd'hui, Haïti est le seul pays des Caraïbes qui n'a pas de stratégie pour la science. » C'était monsieur le professeur Patrick Attier. Alors, lorsqu'il est question d'Haïti, vous savez, moi je suis haïtien d'origine. Haïti est important pour moi. C'est un pays que j'aimerais savoir, bien que je sois Canadien, j'ai un passeport canadien, je suis fier d'être Canadien, je suis fier d'être Québécois, mais d'abord et avant tout, je suis fier d'être Haïtien. Qui de mieux, je me suis dit, j'ai essayé d'appeler les dirigeants haïtiens, bon, c'était pas évident de les trouver en Haïti. J'ai dit, mais au Canada, il y a un représentant haïtien, il y a un ambassadeur, alors je vais le contacter. Et puis, effectivement, il était disponible pour répondre à notre question. Il est sur la ligne avec nous, M. Franz Lyoto, ambassadeur du Canada, d'Haïti au Canada. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, joyeuse Pâques. Et bonjour, M. Cadet, bonjour, M. Gélin, joyeuse Pâques à vous, à Radio Vertière et à tous vos auditeurs et auditrices. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, Monsieur Lyoto, on va faire une entrevue smooth, mais quand même, on va poser les bonnes questions, les vraies questions. Vous savez, on sait que la diplomatie est importante. Moi, j'avais vu une chose qui est passée cette semaine sur les réseaux. Donc, actuellement, aux États-Unis, il y a 68 Haïtiens qui ont la COVID-19 et que le gouvernement américain veut les retourner en Haïti. Le problème, c'est qu'ils ont contracté la maladie en sol américain et non en Haïti. Moi, j'ose espérer que votre État, l'État haïtien, votre gouvernement, ne les laissera pas entrer, ces 68 personnes-là, en Haïti. Écoutez, d'abord, je ne sais pas où est-ce que vous prenez votre information, mais moi, je ne l'ai pas nulle part que le gouvernement américain, ou quel que soit le gouvernement, décide de rapatrier des gens qui soient infectés du virus de la COVID-19. Ceci dit, oui, effectivement, il y a le gouvernement actuel aux États-Unis depuis quelque temps a une politique de rapatriement de citoyens qu'ils considèrent illégaux chez eux pour une raison ou pour une autre, et on les rapatrie dans les pays d'où ils viennent. Si ce sont des Haïtiens, ils sont rapatriés en Haïti. Si ce sont d'autres pays, ils sont rapatriés ailleurs. Ceci dit, un État, quel qu'il soit, ne peut pas refuser de recevoir, d'accueillir chez lui des citoyens de son pays. Dans les circonstances actuelles, partout au monde, on établit les règles d'accueil compte tenu de la pandémie. Et au Canada, un citoyen canadien qui est rapatrié par son gouvernement, quand il arrive, on lui demande de rester en confinement pendant 14 jours. C'est un confinement volontaire. Et cette politique, elle s'applique partout. Elle s'applique également en Haïti. Je comprends, M. Lyoto, mais moi, mon problème et surtout ma crainte, la maladie a été contractée à l'extérieur d'Haïti et non en Haïti. Si les Haïtiens avaient eu la COVID en Haïti et ces Haïtiens-là essayaient d'entrer aux États-Unis, j'aurais pu comprendre. Bien que ces personnes-là soient en situation irrégulière, d'irrégularité, j'ose espérer que le ministre responsable des territoires, comment il s'appelle déjà, le ministre responsable, le ministre de l'Intérieur, même le ministre de l'Extérieur et le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, négocieront avec les États étrangers, les pays étrangers, pour au moins
que ces Haïtiens-là obtiennent guérison, soit qu'ils soient mis en quarantaine dans le pays où ils ont attrapé la COVID avant d'entrer en Haïti, parce que le professeur, tantôt de qui je viens de lire le texte, il a dit que Haïti n'est pas adapté, Haïti n'est pas approprié à faire face à la maladie, monsieur l'ambassadeur. Bon, ça diffère de ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est le seul pays qui n'a pas de plan pour contrecarrer la COVID-21. De la Caraïbe. Un petit peu étonné de la part de professeur, parce que, en fait, le président d'Haïti, le président Jovenel Moïse, a été un des premiers chefs d'État à avoir une position très claire sur comment gérer cette pandémie, tout en étant, comme vous et moi, réalistes des limitations de structure qu'il y a en Haïti pour l'accueillir. Mais la fermeture de l'espace aérien a été une des premières initiatives des pays de la zone, fait par Haïti. Ça, c'est vrai. L'obligation de confinement pour ceux qui arrivent en Haïti était décidée par le président de la République bien avant beaucoup d'autres chefs d'État. Maintenant, pour revenir à la politique américaine, je crois que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des faiblesses de structure, c'est connu, mais nous sommes quand même un pays responsable et qui reconnaît qu'un Haïtien est avant tout un Haïtien et que quand il arrive chez lui, il doit être reçu par son État en tant que citoyen haïtien. Et parlant de confinement, bon, on sait que effectivement, je dois l'admettre, le président Moïse était un des présidents qui avait pris, en tout cas, du moins, il avait parlé de mesures. On avait jusqu'à présent mais on avait constaté le cas de Danny Rootboy, voilà, de Danny Rootboy, un artiste haïtien, ainsi qu'un docteur belge. On avait dit ces gens-là avaient contracté la maladie. Le problème, c'est qu'on sait qu'en Haïti, pour que les gens restent confinés, monsieur l'ambassadeur, il faudrait qu'il y ait des mesures d'aide comme le Canada. On voit que le gouvernement de Justin Trudeau a permis aux Canadiens de payer leur loyer. En tout cas, le gouvernement canadien a débloqué $2000 qui sera imposable, bien sûr, mais au moins, il y a eu une aide pour les Canadiens. Haïti, qui n'a pas peut-être cette structure, bon, on se rappelle, il y avait sur Martelly, il y avait Maman Chérie comme aide, ainsi qu'il y avait d'autres systèmes d'aide. Mais est-ce que ces systèmes d'aide-là sont toujours d'actualité? Comment qu'on peut contenir les gens chez eux et sans que ces gens-là n'auront rien à mettre dans leur chaudière pour faire cuire, pour donner à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs maris? Comment est-ce que le gouvernement peut contenir ces gens-là chez eux? Puis j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, les gens, au lieu de rester en confinement, étaient plutôt en rassemblement, en carnaval, en dansant un peu partout, dans le nord du pays, quelque part aussi dans le centre-ville. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, M. Lyoto? Vous savez, il y a un dicton chez nous qui dit que, et je vais le dire en créole pour votre auditoire, c'est que « Menek ou l'œuvre dans l'école, c'est youn fel chita souban son lot ». Dans une situation pareille, le rôle d'un gouvernement, c'est d'informer et avec la plus grande transparence, vous dire voilà ce qu'il y a, voilà les dangers et voilà les recommandations. Maintenant, la discipline des peuples à suivre les recommandations qu'on leur donne, avoir le bon sens de comprendre, elle varie suivant les cultures, suivant les latitudes, et les Italiens ont réagi d'une façon différente, et ils sont en train de payer très cher les conséquences. Et ici, au Québec, je pense que les Québécois ont été exceptionnellement disciplinés dans cette question de la COVID, et les résultats sont là. À travers le Canada, les réactions étaient différentes. On a vu dans certaines villes, les maires être obligés de prendre des mesures drastiques, de
limitation des droits des personnes pour pour les obliger à se protéger eux-mêmes et à protéger leurs semblables et leurs concitoyens. On n'est pas différents. Nous, on a une culture de gens qui aiment la vie, qui expressent la vie. En plus de ça, on est dans une période où il y a des pratiques ancestrales et culturelles. Il va falloir qu'on l'observe. On est parfois triste de voir que c'est mettre en danger soi-même et ses semblables est une problématique. Mais Dieu merci, on est sorti d'un État autoritaire et de dictature qui vous impose, comme dans certains pays aujourd'hui. On a vu que le contrôle de la pandémie a été plus efficace parce que les autorités ont cette structure d'imposer leurs décisions. Ce n'est, Dieu merci, plus le cas en Haïti. Et il faut simplement espérer que le bon sens et la raison va prédominer. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, c'est-à-dire comme le nombre d'infectés, le nombre de décès en Haïti présentement? Vous savez comme moi que nous ne sommes pas structurés en Haïti pour vous donner des chiffres précis. Même ici au Canada, quand on parle de nombre de cas infectés, comment expliquez-vous qu'il y ait beaucoup plus de cas infectés au Québec qu'il y en a dans d'autres provinces aussi peuplées ou aussi évoluées que le Québec? Je pense que c'est parce que les statistiques sont en fonction de tests qui sont faits. Les tests ne sont pas généralisés, donc il faut les prendre avec une pincette et ce qui est réel, c'est quels sont le nombre de morts que l'on recense et qui sont diagnostiqués provenant de la pandémie. Ce que l'on a, les chiffres que nous avons sur Haïti, c'est que le nombre d'abord que le nombre de cas infectés n'est pas encore dans un stade alarmant et avec la même logique, les décès à cause du virus en Haïti ne sont pas encore à un stade où on pourrait s'inquiéter. Que l'on soit dans une dynamique où ça pourrait éclater n'importe quand, vous et moi, on en est très conscients. Monsieur l'ambassadeur, rapidement, je sais que votre temps est précieux, puis je ne veux pas vous garder davantage. Vous savez que la presse, c'est un instrument important. Les journalistes, surtout les journalistes d'information, sont pas mal importants dans cette période-ci de la vie, tout pays confondu. La semaine dernière, vendredi dernier, plus précisément, le journaliste Luc-Ner Désir, communément appelé Louko Désir, s'était fait arrêter parce qu'il venait de faire une émission où il avait dit, il avait donné une mise en garde par rapport aux masques qui partiraient de la Chine pour entrer en Haïti. Il a seulement dit, parce que je voulais vous faire écouter l'extrait, il a dit il faut que les Haïtiens fassent attention en cas où en Haïti, on approvisionnerait des masques contaminés, étant donné que le système de vérification haïtien n'est pas à la fine pointe comme un peu partout. Bon, il s'était fait arrêter. Le commissaire du gouvernement avait parlé de préférence d'interpeller. Bon, il était resté au poste de police de Pétionville moins de 24 heures. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que la liberté de presse est menacée, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, quand vous avez connu comme moi, et vous êtes certainement très jeune, un des grands acquis de ce qui s'est passé en 86 chez nous, c'est que, et ça c'est reconnu à travers le monde, et certainement tous les Haïtiens de bonne foi vous disent que oui, on a récupéré la liberté d'expression en Haïti. Maintenant, que quelqu'un se fasse interpeller
c'est une pratique qui ça peut surprendre sur le motif, encore que le motif, on l'apprend par les médias sociaux et il faut faire très attention sur ce qui commente. Comme vous le disiez tout à l'heure, votre professeur d'université qui dit que il y a un certain nombre de gens qui sont infectés, qui sont prêts à rentrer en Haïti, ce n'est pas une information. Mais pour revenir à la liberté de la presse, oui, je suis persuadé qu'un des acquis de l'après 86, c'est la liberté de la presse chez nous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Lyoto. Merci pour votre temps. C'est toujours un plaisir de vous parler et j'espère que vous serez toujours disponible lorsqu'on aura besoin de vous pour répondre à quelques questions qui marquera l'actualité ou une situation bien particulière. Ben, écoutez, je suis connu pour avoir cette disponibilité. Je suis bien entendu, j'aurai le même plaisir à vous répondre. Permettez-moi, avant de partir, de saluer, de présenter mes condoléances aux nombreuses familles haïtiennes ici au Canada, aux États-Unis, à New York en particulier, il y a des Haïtiens qui infectés, qui ont perdu la vie à cause du coronavirus, et surtout des Haïtiens dans le domaine de la santé, des médecins, des infirmiers, des infirmières. Comme tout le monde, cette maladie, elle est très démocratique. Mais je pense que ceux qui travaillent dans le domaine de la santé sont particulièrement ont droit à notre reconnaissance. Et sur ce, je terminerai en vous disant à tous, à vos auditeurs, à vous-même à la station, d'avoir une Pâques sereine, Pâques 2020 sereine. C'est difficile de dire joyeuse Pâques aujourd'hui, compte tenu de la pandémie qui nous menace. Effectivement, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et en même temps, je profite pour vous dire, écoutez Radio Vertières, parce que Vertières, c'est un nom, comme vous le savez, n'est pas un nom comme ça qu'on dirait. C'est un nom qui marque l'imaginaire. Et merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur. On se retrouvera certainement le 18 novembre. Effectivement. C'est un rendez-vous. L'invitation vous est déjà lancée, effectivement. Écoutez, j'espère que je serai parmi vos invités. Bien sûr que je répondrai positivement. Je m'arrangerai moi-même pour que l'invitation vous soit parvenue. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'était Franz Lyoto, ambassadeur d'Haïti à Ottawa. Effectivement, vous savez, dans ce contexte actuel, dans cette situation de coronavirus, il faut parler avec nos politiciens, nos diplomates. Entre autres, on a parlé avec M. Iacono, M. Alexandre Cusson, et on vient de parler avec M. l'ambassadeur d'Haïti à Ottawa, M. Franz Lyoto. Gary, je pense que c'est le temps de marquer une petite pause et on pourra revenir sous peu. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertières, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM.
Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayfacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que les conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514-605-6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Nous allons directement à Miami avec le professeur Anthony Georges-Pierre qui va nous parler de la dette de l'indépendance d'Haïti. Et bonjour professeur, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien. Oui, aujourd'hui, on va aborder un chapitre assez intéressant et d'une importance capitale parce que les conséquences déplorables se font sentir encore aujourd'hui. Et en 1825, pourquoi et dans quelles circonstances le président Boyer a dû accepter de la France qu'Haïti paya une dette de l'indépendance. Une indépendance chèrement acquise au prix du sang de nos aïeux premiers. Eh bien, de nos jours, en ce temps de crise politique, économique et sociale, il est courant pour les Haïtiens d'interroger leur histoire afin de retrouver les causes de la décadence nationale, cette décadence qui persiste encore. Certains chroniqueurs et historiens, en des termes souvent assez vagues, se réfèrent à des causes superficielles qui ne remontent pas aux sources profondes du drame haïtien, le drame que nous vivons actuellement. D'autres, avec un sens aigu d'analyse et d'objectivité, explorent la trame des situations historiques de façon à jouir du recul nécessaire par rapport à l'actualité et pour saisir les causes profondes et essentielles des événements majeurs de la vie nationale. Et parmi ces événements, la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par la France, dans le paiement d'une dette, constitue un fait palpitant d'intérêt qui, récemment encore, nourrissait la chronique politico-sociale et encourageait nombre de commentateurs et d'observateurs à retracer les méandres d'une histoire assez lointaine qui a préoccupé des générations successives depuis le XIXe siècle. Le paiement de la dette de l'indépendance d'Haïti ne résultait pas seulement de la complaisance politique du gouvernement de Jean-Pierre Boyer, nous verrons ça ultérieurement, vis-à-vis de la monarchie française, mais aussi de ce que représentait l'État haïtien dans le contexte international, compte tenu des réalités géopolitiques et géostratégiques qui ont été fatales à la stabilité économique et sociale de la République d'Haïti. À l'époque, dans les siècles gouvernementaux, il était coutume d'invoquer la menace de guerre qui préoccupait le pays et l'isolement d'Haïti dans le concert international pour absoudre Boyer d'une démarche aux conséquences néfastes pour le peuple haïtien. Cet héritage économique et financier du régime de Boyer a lourdement pesé sur la gestion politique des gouvernements successifs avec une persistance
a rendu l'État haïtien presque inopérant, provoqué la faillite du trésor public et placé pendant plus de 2 siècles la République d'Haïti dans une situation débitrice quand il s'agit de la dette externe contractée sur le marché international dans des conditions onéreuses pour le pays et pour son développement endogène. Entre le dictat d'un souverain étranger, le roi de France à l'époque, Charles X, la décision d'un chef d'État haïtien, Jean-Pierre Boyer, de payer un prix onéreux en vue de la reconnaissance d'une indépendance si courageusement conquise par nos aïeux, et les tribulations d'un peuple, le peuple haïtien, condamné à subir les avatars de l'histoire, eh bien la voie de la conciliation demeure assez étroite. Donc, il est important d'entreprendre une réévaluation des objectifs politiques français. C'est que l'avènement du nouvel État haïtien dans le concert international au début du XIXe siècle a été un défi majeur pour les puissances colonialistes et esclavagistes. C'est que l'avènement d'un État nègre dans le concert des nations. Le fossé continue à s'accroître jusqu'à la reconnaissance de l'indépendance haïtienne par la France dans des conditions aléatoires à la souveraineté nationale et au développement économique de la jeune nation nègre. C'est qu'au lendemain de 1804, bien des circonstances éclairaient l'évolution des relations franco-haïtiennes et mettaient l'accent à la fois sur les conditions posées par l'ancienne métropole, en l'occurrence la France, concernant la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti et les dispositions prises par les autorités haïtiennes face à une conjoncture internationale défavorable. C'est que, au lendemain même de 1804, sous le régime de Napoléon Bonaparte, des circonstances la conjoncture se trouvait établie. C'est que le massacre des Français en 1805 et la confiscation des biens des colons après la proclamation de l'indépendance créaient de part et d'autre des sentiments lourds de conséquences pour l'avenir des relations entre les deux pays, la France et Haïti. L'isolement d'Haïti par les puissances colonialistes et l'ostracisme exercé à l'encontre de ce pays, notre pays, le nôtre, Haïti, par les racismes qu'offusquait l'indépendance d'une nation nègre, rendait difficile l'existence d'un peuple attaché à sa liberté et à sa souveraineté. L'opinion que les Européens se faisaient d'Haïti se reflétait dans les propos irrévérencieux du Britannique James Franklin, qui écrivait avec une pointe de rancœur, et nous lisons exactement ce qu'il avait écrit à l'époque. Haïti fournit la preuve tangible de ce que l'on peut attendre de l'émancipation des esclaves avant qu'ils ne soient préparés à recevoir cette faveur, la liberté, par une instruction morale et religieuse, preuve aussi qu'aucune agriculture efficiente ne peut être pratiquée dans ces îles avec des personnes affranchies de l'esclavage. Et je crains qu'aucune amélioration ne soit possible en Haïti avant qu'il n'y arrive une nouvelle race d'hommes sous la domination d'un chef compétent pour les conduire avec une énergie et efficacité. Donc, en fait de citation, parole de James Franklin, britannique. Eh bien, c'était donc dans une ambiance faite d'ostracisme et d'embargo économique, et nous subissons encore cet embargo aujourd'hui et financier, que se déroulait l'évolution de la République d'Haïti dans le concert des nations. L'isolement du nouvel État par les puissances de l'époque était si évident qu'au Congrès de Panama, tenu sous les auspices de Simon Bolivar, qui voudrait donner une nouvelle impulsion à ce que nous appelons aujourd'hui le panaméricanisme, eh bien, la République d'Haïti, qui avait noblement aidé l'Amérique du Sud à prendre son indépendance de l'Espagne esclavagiste et colonialiste, eh bien, Simon Bolivar et la République d'Haïti, victime du racisme qui prévalait à l'époque, avait été catégoriquement évitée, c'est-à-dire écartée, n'a pas été invitée. Bolivar, pressuré par les représentants américains, avait-il de sitôt oublié le noble geste de Jean-Jacques Dessalines vis-à-vis de Francisco Miranda et d'Alexandre Pétion à son endroit pour permettre aux Sud-Américains luttant pour leur indépendance contre la couronne de Madrid d'obtenir leur liberté. En dépit de tout, les Américains et les Anglais continuent à commercer avec Haïti tout en refusant de reconnaître officiellement l'indépendance de ce pays. Les navires battant pavillon haïtien ne pouvaient librement s'aventurer dans les ports contrôlés par l'Espagne, particulièrement à Cuba et à Porto Rico, de peur que la présence des Noirs libres
ne provoqua chez les esclaves le sentiment de liberté qui s'était accaparé des Haïtiens à partir de 1791. Donc c'était donc dans un climat délétère et nuisible à la stabilité nationale que se développaient au lendemain de l'indépendance les relations d'Haïti avec les puissances occidentales. D'ailleurs, les anciens colons français mettaient tout en œuvre pour rétablir dans l'ancienne Saint-Domingue le statut colonial d'avant 1789. Il faut vous rappeler que en 1802, Napoléon Bonaparte avait rétabli l'esclavage et l'une des causes principales de l'expédition Leclerc, c'était le rétablissement de l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Heureusement, tous, et François-Dominique Toussaint Louverture veillait, et lorsqu'il a dû faire le sacrifice de sa personne, eh bien, l'immortel Jean-Jacques Dessalines se trouvait au timon des affaires. Et à cet égard, il n'est pas sans intérêt de mentionner la détermination des premiers dirigeants haïtiens. Nous parlons de Dessalines et Christophe Pétion, de résister énergiquement aux pressions françaises avant que se manifestât au plus haut niveau de la hiérarchie politique, plus tard une ambivalence préjudiciable aux intérêts de la jeune nation haïtienne. À partir de 1820, c'est-à-dire à la mort de Christophe, Pétion est mort depuis 1818. Les pressions françaises se multipliaient en même temps que se précisait dans les sphères gouvernementales haïtiennes une nouvelle orientation favorable au paiement de la dette de l'indépendance. Jean-Pierre Boyer avait-il donc cédé à l'arrogance et aux menaces françaises, ou bien était-il poussé par la force des circonstances politiques, stratégiques, d'accepter en 1825 une convention en vertu de laquelle la France reconnaîtrait l'indépendance haïtienne, moyennant le paiement d'une lourde indemnité en faveur des anciens colons dépossédés et de leurs descendants. Se trouvait donc annexé à cette convention un traité de commerce favorable aux intérêts financiers de Paris. Il est évident que Jean-Pierre Boyer nourrissait ardemment le désir de se rapprocher de la France, d'abord pour des motifs personnels et sentimentaux, et nous savons la formule plus tard, et la bourgeoisie haïtienne, voir Paris et mourir ensuite. Ensuite, pour atténuer la dépendance d'Haïti vis-à-vis des États-Unis et de l'Angleterre, à l'époque les seuls partenaires commerciaux de la nouvelle République. Cette dépendance commerciale et économique du nouvel État haïtien par rapport aux puissances anglo-saxonnes, nous parlons d'Angleterre et des États-Unis, représentait la contrepartie de l'indépendance politique que la République d'Haïti cherchait à maintenir vis-à-vis de la France. Cette réalité n'échappait point aux élites métisses qui, au timon des affaires de l'État, éprouvaient la nostalgie de la tutelle française éliminée par le fait historique du 1er janvier 1804 et vivaient dans l'appréhension d'une éventuelle révolte des masses noires grugées contre leur autorité, comme cela s'était produit en 1791. Avec un tel état d'esprit, le chef de l'État haïtien, en l'occurrence Jean-Pierre Boyer, n'hésitait pas à placer son pays sur la férule financière, économique, politique et culturelle de l'ancienne métropole, en l'occurrence la France. Dans ce cas, l'objectif et la stratégie de Sa Majesté très chrétienne, le roi de France, se trouvaient clairement définis depuis 1814, année durant laquelle le roi Louis XVIII, à peine établi sur le trône des Bourbons, au lendemain de la Restauration, c'est-à-dire après l'élimination de Napoléon Bonaparte, s'appliquait à donner une vive impulsion au commerce français, sévèrement affecté par les guerres napoléoniennes et par les conséquences néfastes du traité de Paris imposé à la France par les puissances victorieuses, en particulier l'Angleterre. La France avait besoin de devises fortes pour rééquilibrer son économie, restaurer le prestige de la bourgeoisie ruinée par le blocus anglais et créer des débouchés pour son commerce. En effet, depuis le double désastre naval de Trafalgar et d'Aboukir en 1799, lorsque l'amiral anglais Nelson détruisit la flotte française, et à Trafalgar et à Aboukir, l'Angleterre avait conquis et conservé la suprématie des mers qui ouvrait des débouchés jusque-là inconnus à son commerce. Activement, elle poursuivait depuis la victoire de Wellington à Waterloo une politique coloniale favorable à ses intérêts financiers et économiques au détriment des intérêts français et des autres puissances européennes. Affectée par sa faiblesse militaire et maritime depuis Waterloo, la France n'avait plus les moyens de contenir l'influence britannique à travers le monde. Mais elle n'avait pas perdu de vue l'idée de rétablir sa domination sur l'ancienne Saint-Domingue, dont l'accession à l'indépendance
constituait un cauchemar pour elle et pour les puissances colonialistes de l'époque. L'illusion que l'ancienne colonie de Saint-Domingue pouvait servir à la fois de source de matière première pour l'industrie française et de débouché pour les produits manufacturés de l'ancienne métropole absorbait l'esprit des anciens colons, des commerçants et des entrepreneurs de Bordeaux, de Nantes, de La Rochelle, de Saint-Malo, qui privaient des denrées coloniales bien avant la proclamation de l'indépendance haïtienne. Préoccupé à promener ses armées conquérantes d'un bout à l'autre du continent européen, Napoléon Bonaparte n'avait pas récidivé de la reconquête de l'ancienne colonie après la défaite des troupes françaises à Saint-Domingue le 18 novembre 1803. Cependant, il avait mis tout en œuvre pour rendre efficace l'embargo imposé à ce que Talleyrand appelait, ministre des Affaires étrangères de l'Empire napoléonien, appelait les brigands du soi-disant État d'Haïti. Cependant, aucune expédition militaire contre Haïti n'avait été envisagée et le nouvel État noir poursuivait une existence précaire à l'abri des aventures colonialistes. Pour des raisons bien connues, aucune puissance étrangère n'avait osé reconnaître l'indépendance de la nouvelle nation nègre de peur d'ébranler davantage le système colonial et esclavagiste. L'isolement diplomatique d'Haïti était donc un fait reconnu dans les relations internationales de l'époque, mais des relations économiques et commerciales mitigées demeuraient la règle, démontrant ainsi avec quelle rigueur la politique se brise sur les réalités. Cette opinion se trouve confirmée par le père Cabon, historien qui écrivit « Le besoin de commerce et le souvenir d'anciennes relations ramenèrent pourtant très tôt dans les ports d'Haïti des commerçants étrangers, américains et anglais, qui eurent leurs représentants attitrés par leur gouvernement auprès des autorités haïtiennes sans que le gouvernement haïtien fût officiellement admis par ces nations étrangères et traité en tout sur le pied d'égalité. » Donc, c'est dans son livre tiré de son livre d'histoire d'Haïti. Donc, à défaut d'une colonie directement contrôlée par la métropole, la France se réservait le droit de constituer ce que l'historien Max Gaillot considère comme des points d'appui, des marchés, des réservoirs de matières premières, dessinant ainsi de nouveaux enjeux dans les relations internationales de l'époque. Au dire du professeur Jean-Marie Théodat, pour la France, il ne saurait être question donc d'une intervention militaire ouverte contre la République d'Haïti, mais d'une tutelle politique et économique qui compense et console en quelque sorte l'orgueil blessé de l'ancienne métropole. Et cette tutelle politique et économique se persiste à travers des subtilités et des méandres qui apparaissent clairement dans les relations d'Haïti avec ce qu'on appelait les amis d'Haïti. Est-ce que Haïti a besoin de tels amis quand on sait que dans les relations internationales, ce qui compte, ce sont les intérêts et non la sentimentalité. Il n'y a pas de philanthropie dans les relations internationales. Eh bien, nous nous arrêtons là avant de poursuivre ultérieurement sur d'autres aspects de cette question palpitante. Cependant, nous avons souhaité dessiner les traits sensibles qui vont à la France d'imposer cette tutelle politique, économique et culturelle et qui sévit encore dans les relations franco-haïtiennes aujourd'hui encore. Professeur, je n'aurais qu'une seule question pour vous. Bien que vous avez brossé un peu la réponse, mais je m'attends en 1 minute à un petit peu plus d'ouverture, vraiment en 1 minute. Moi, j'ai du mal à comprendre Jean-Pierre Boyer comme président. Comment se fait-il que un pays avec qui on était on était l'esclave et on est sorti de l'esclavage et il a été payé, il a voulu payer cette dette-là de l'indépendance. Est-ce que c'est parce qu'il a voulu conserver son pouvoir? Est-ce ça qui a permis qu'il est resté 25 ans au pouvoir? Ou... Oui, et ça fait partie. C'est que pensez seulement que pendant près ou plus de 75 ans, Haïti a payé tout ce que nous produisons en termes d'argent et pour la vente du café, du cacao, du coton, du tabac, etc. Était monopolisé par la France pour payer la dette de l'indépendance. Et s'il restait encore quelques reliquats, on envoyait à Haïti. Donc c'est que nous ne disposions pas d'argent pour construire des hôpitaux, des écoles, etc. Cela explique la situation dans laquelle se trouve Haïti encore de nos jours. Mais un fait certain, c'est que dans l'entourage de Boyer, et
Boyer lui-même pensait de la sorte, pensait que si, en 1791, des esclaves sans armes, sans instruction, avaient pu se révolter et trouver un chef en la personne de Toussaint Louverture pour les conduire au rendez-vous du 1er janvier 1804, et bien si aujourd'hui que nous avons tout pris, et les laissant en guenilles, ils se révoltent contre nous, eh bien nous serons, cette minorité seront emportés, donc nous avons besoin d'alliés, donc en l'occurrence la France. Donc il y a cette sentimentalité, cet esprit de sentimentalité qui existait. Et les conséquences ont été assez pénibles. Nous avons la dette de l'indépendance, la double dette de l'indépendance. Quand on parle de double dette, c'est que pour verser le premier montant en 1825 de 25 millions, puisque Haïti devait en 6 ans payer 150 millions de francs, le premier versement de 25 millions, Haïti ne pouvait amasser que 6 millions. Et 24 millions a été emprunté des financiers français. Donc ça fait une seconde dette plus et la dette à payer au gouvernement français qui devait aller aux anciens colons et pour les récompenser des terres qu'ils avaient, des terres et des biens qu'ils avaient perdus à Saint-Domingue. Donc c'est le président Salomon en 1886 qui a achevé le paiement de la première dette, et en 1993 sous le gouvernement de Florville Hippolyte. Donc vous voyez ce que cela représente. En tout cas, merci professeur. On essaierait peut-être dès la semaine prochaine pour avoir le consul français ou La l'ambassadeur semaine prochaine, on essaiera d'étudier les problèmes posés aux deux gouvernements haïtiens à l'époque, parce que après la mort de Dessalines, le pays se trouvait divisé en deux États rivaux. Et Pétion dans l'ouest, Christophe dans le nord, en attendant que Rigaud, revenu de France, après avoir échappé à la surveillance des autorités policières françaises, et proclama la scission du département du Sud, et que Gaumont, soutenu par Christophe, créa le royaume de la Haute. Donc ensuite, le dilemme de la diplomatie française, est-ce qu'il fallait envahir Haïti pour exiger le paiement de la dette? Est-ce qu'il fallait entreprendre et chercher un compromis pour arriver par la voie diplomatique? Donc, nous verrons ça ultérieurement. À la semaine prochaine, professeur. Oui, bonne besogne. C'est un bail sérieux. En pile moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêt Auto La Caille Facile.ca,
avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. On s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre pour sa chronique habituelle. La santé, c'est richesse. Alors, docteur Jean-Yvon, ça va bien? Comment il est là? Merci. Kevin? Nous là. Ok. N'a salué tout le monde qui est dans le studio et n'a salué auditeurs, auditrices Radio Vertière, particulièrement les fans de la rubrique La santé, c'est richesse. Une rubrique patronnée par Mon argent, mon comptable de M. Jean-Gary Canet, comptable professionnel agréé pour tous vos besoins en comptabilité, fiscalité et impôts. La santé, c'est richesse, c'est aussi un partenariat des cliniques médicales Jean Ronvon avec un docteur Jean-Yvon Pierre, docteur médecine chinoise et acupuncture. Un petit rappel sur les symptômes de la COVID-19. Fièvre, toux plutôt sèche, essoufflement, courbature, parfois anosmie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat, ou pas qu'à prendre aucun sang, ou pas qu'à distinguer aucune odeur. Et puis il y a aussi l'agueusie, qui est l'absence du sens du goût. Ou mettez des bails dans l'angou, pas qu'à prendre qui sali ou pas prendre goût. Ces symptômes peuvent se rencontrer également dans d'autres maladies. Cela signifie que l'apparition de l'un ou l'autre de ces symptômes ne signifie pas obligatoirement COVID-19. Autre rappel, si vous ressentez des symptômes suspects, appelez votre médecin qui vous posera des questions et vous fera des recommandations dépendant du niveau d'urgence de votre cas. Parce que nous voyons que ces symptômes ça il doit l'autre maladie pas obligé COVID-19. Encore, pour le moment, il n'y a pas de traitement ni de vaccin pour cette maladie. Si vous avez la COVID-19, le personnel médical n'aura d'autre choix que d'attaquer les symptômes ci-dessus décrits. C'est ce qu'on appelle traitement symptomatique. Par exemple, antifébrile pour la fièvre, antitussif pour la toux, analgésique pour la douleur, antibiotique si ou bien quelle infection. Encore, un rapport publié la semaine prochaine a montré que la vente des médicaments en vente libre a augmenté considérablement durant ces dernières semaines. Il faut faire attention.
Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez acheter pour vos symptômes, confirmez avec votre médecin. Parce que nous connaissons des cas, des gens qui ont Tylenol et puis besoin de prendre acétaminophène. Là encore, c'est général là important. Tylenol, c'est acétaminophène. C'est non pas même. Il y a non commercial là et puis il y a non médicaments, non produits actifs là. Aliv, c'est naproxène. Advil, c'est ibuprofène. Voltaren, c'est diclofenac. Alors, tout ça, là, ce sont des analgésiques qui sont dans le dos pour la guerre. Alors, mon cas prend médicaments, soit faire attention pour sûr, membre de la professionnel de la santé ou bien le docteur là pour qu'on soit acheté. Bien lire le prospectus des médicaments en vente libre que vous achetez. Si vous prenez ibuprofène avec l'estomac vide, la démonter l'estomac. Et si vous prenez acétaminophène sans manger, et pour prendre l'excès, il est capable de causer des dommages à soi ou dans le long terme. Encore les principes d'hygiène, nettoyer les surfaces que vous touchez régulièrement, porter un masque quand vous êtes à l'extérieur ou en contact avec d'autres personnes, garder la fameuse distance de 6 pieds au minimum avec d'autres personnes, distanciation sociale, c'est carrément de ça, c'est carrément de ça. Se laver les mains régulièrement ou chaque fois que cela se fait sentir avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains, 60% d'alcool minimum. Prendre du thé chaud de gingembre, de citronnelle, de cannelle ou du blanc chaud pour garder l'organisme chaud. Parce que les microbes, ça, les remet Freddy. Et donc, tout le monde connaît déjà que l'on est grippé, l'on branche ou faible, pour chauffer ou pour votre fiction, et vous connaissez l'on en phase ventilateur ou bien conditionnaire, ou à tousser plus. Ça va rien manger là-dedans. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Échauffez tout ça que vous avez mangé. Pour qui ça? C'est parce que vous avez acheté des choses dans le frigidaire, et puis, vous avez mangé dans le frigidaire pour tout prendre là. Vous mangez le tout, et le microbe là, ça s'en pile temps dans le frédit. Restez à la maison si vous n'avez pas d'obligation pour sortir. Et songez, vous connaissez ça à la mode en pile là, que vous avez acheté manger et qu'ils ont. Il y a plus de manger, puisque vous n'avez pas sorti, restaurant, a plus de manger. Les restaurants livrent manger, le sachet contenant la nourriture peut être contaminé, et l'homme ou contaminé des sous de manger, et puis songez qu'en principe, ils ont sans doute pas manger à fourchette, on sans doute pas manger à cuillère, la manger à main. C'est ça qui a fait laver main, l'autre tout ce sachet à ces pour ces bagailles là, avant que vous ouvrez le combien, avant que vous ouvrez manger après le manger, parce qu'il faut prendre plus de précautions. Pour toutes vos questions, vous pouvez me contacter par WhatsApp au numéro 954 516 36 95 et rendez-vous chaque soir sur ma page Facebook 8h30 9h PM pour t'y causer sur Covid-19. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille, même heure, même fréquence. 1570 AM CJLV Radio Vertière à l'heure de mon argent, mon comptable. Docteur Jean-Yvon, Haïtien qui a coûté là, ça sont question pour Haïtien qui a coûté là, même les, quand c'est le plus souvent, il y a des gens qui disent que faut que, comme des gâteaux, ou blender œufs et thym, l'ail, girofle. Bon, qui remet docteur Jean-Yvon à Baïmoun aujourd'hui là? Pour faire prévention, nous pas dire remède, non, nous dit pour faire prévention. Alors prévention, c'est qui s'allait, nous avons parlé de phytothérapie l'autre jour. Phytothérapie, nous connaissons vitamine d'abord, vitaminothérapie. Nous connaissons que vitamine A, vitamine C, surtout que je n'ai agrumes dans le citron, avec que je n'ai poivron rouge, ok? Ou bien pile vitamine A qui est bon comme antioxydant à protéger le corps. Et puis, ou bien des plantes comme turmeric, la curcumine, qui est bon en pile, parce que les gars pile antioxydant là-dedans et puis anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire tout. Ou bien, ça me parle les légumes pour manger en pile. Les légumes, épinards, ou bien les fruits, jus de fruits, c'est ça pour prendre. Et puis, éviter manger qui ne pas porter rien encore. Parce que gazeuse, ça ne va pas porter rien encore. Mais si vous boivez un jus, vous allez porter un bagage encore. Parce que l'eau bon gazeuse, il seulement satisfait soif. Mais l'eau bon jus, il porte vitamines et puis porter bagage encore. Donc, en parlant de ce que je bien avant, mon cap prend toute bagaille comme si qui pas sur Facebook,
dans WhatsApp total. Comme si pour eux, il y a un pile d'interaction qu'a fait. Premièrement, c'est pas toute bagaille pour mélanger. Le marché. Pas toute bagaille pour mélanger avec marché. C'est-à-dire que bah, ça faut ou prendre avec prudence pour qu'on ait qui ça pour faire exactement. Si vous avez des médicaments que vous prenez, il y a des bagailles à dire pour prendre de façon naturelle qui pas marcher avec médicaments qu'on va prendre. Il faut sûr que le marché. Même si il y a des médicaments qui ne pas marcher avec d'autres médicaments. Et nous te dit qu'on sait que médicaments, plus fort médicaments qu'on apprend, ne pas marcher avec Juchadec. Juchadec sont beaux fortifiants, mais soit après médicaments, il faut éviter Juchadec. Merci, docteur Jean-Yvon. C'est vraiment tout le temps qu'on en avait pour vous. OK. Donc, et à la semaine prochaine? La semaine prochaine. OK, merci beaucoup. D'accord. Monsieur Vladimir. Gary, semble-t-il que tantôt, en parlant... Woody Woodboy. L'ambassadeur, j'ai fait un imbroglio dans ce que... J'ai pas, ça a l'air que j'ai dit Danny Woodboy, je me suis même pas rendu compte, mais c'était plutôt Rudy Woodboy, l'artiste Rudy Woodboy et non Danny. Donc, rectification faite, j'ai voulu parler de Rudy Woodboy. Bon, il nous reste quelques minutes, Vladimir. Bon, c'est sûr que... Et la première des choses, il faut quand même profiter pour dire bonne fête à Stéphanie Casimir. Ah, ben mon Dieu. Bonne fête, Steph. C'est son anniversaire. Bon anniversaire à notre animatrice de Cœur à Cœur, Corps à Corps. Tête à tête et cœur à cœur avec Stéphanie Casimir. Je pense qu'elle me met... En tout cas, tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Donc, qui fête tout en étant confinée chez elle, en tout cas comme moi d'ailleurs. C'est assez bizarre. Gary, je pense que j'ai peut-être pris un petit peu de poids. Mon ventre, il a pris un diamètre, je pense, à force de grignoter. Je mange pas beaucoup, mais je grignote souvent. Alors, c'était important, c'était intéressant aujourd'hui avec l'intervention du député Angelo Iacono, de M. Alexandre Cusson, de l'ambassadeur. C'est important qu'on touche ces points-là parce qu'on sait que lorsqu'il est question... France Liotto? Avec M. Liotto, effectivement, lorsqu'il est question d'Haïti, parce qu'on veut avoir de l'information d'Haïti, parce que ça m'avait pris de court quand j'ai su qu'il y avait ces Haïtiens-là, que le gouvernement américain retournait en Haïti, qui avaient contracté la maladie aux États-Unis. Moi, je n'ai pas de problème qu'on les retourne en Haïti, parce qu'ils sont haïtiens, mais j'aurais souhaité qu'ils, au moins, même s'ils n'auront pas de traitement de vaccin, mais au moins avec les soins nécessaires que la maladie les laisse, et a posteriori, qu'ils aillent en Haïti, et non a priori avec la COVID-19. Donc, t'imagines, Gary, ces gens-là, d'abord et avant tout, sont contaminés par le coronavirus. L'avion où est-ce qu'ils embarquent sont contaminés. L'aéroport risque d'être contaminé. Toucher le passeport avec un agent douanier. Peut-être s'il y a personne qui va venir les chercher, ils vont peut-être prendre un taxi. Le taxi risque d'être contaminé. Moi, c'est de là étant... Le seul problème personnellement que j'ai, c'est qu'on n'a pas de confirmation. C'est un professeur qui a écrit un article. L'ambassadeur vient de dire que, il n'est pas au courant. Mais il y a l'article Le Nouvelliste, il y a le journal Le Nouvelliste, quand même un journal sérieux qui a ébruité l'information ainsi qu'un journal... OK, selon le journal Nouvelliste, c'est ça? Effectivement. OK, bon. Donc... ça, c'est ta source. Exactement. OK, c'est une bonne source en théorie, Le Nouvelliste. Puis, en tout cas, j'ose espérer que... Là-bas, on prendra certaines mesures, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet parce que la structure là-bas, c'est pas comme ici. Surtout, j'ai glissé un mot à M. Liotto. Ici, au Canada, on a eu l'aide gouvernementale, mais là-bas, la plupart des gens sont des personnes un peu les entrepreneurs, les petits machins qui doivent aller... Ça va être difficile. Il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui a été mis en place. Je pense que l'ambassadeur l'a dit. Il va falloir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il va falloir travailler plus fort pour que la prochaine fois que ça arrive, pour que le pays soit prêt.
En tout cas, je me croise les doigts, je continue à prier, mais il n'y a pas juste la prière dans la vie, hein, il y a les actions aussi. Les salutations habituelles, vite là. Bonne fête à Stéphanie, bonne fête à Marcel, Marlene, Madoua. Je pense que la semaine dernière, j'ai oublié Madoua. C'était pas volontaire, Madoua. Bonne fête à tout le monde, à l'Hélène, bonne fête, Willy. Salutations ou bonne fête c'est la fête de Stéphanie seulement, là, salutations à tout le monde, bonne fête à Stéphanie. Oui, salutations à tout le monde, et puis bonne fête à Stéphanie. Mais voilà, surtout les gens qui nous écoutent un peu partout en Afrique, au Mali surtout. Au Mali, oui. Puis Tchad, Mali, en Algérie. En Europe, il y a en France. Comment ça s'appelle ce pays-là de l'Europe? La Hollande. En Hollande. Donc, salutations à vous tous et toutes. Nobody